Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'approfondissement avec des journalistes émérites rompus à la discussion et au débat avec deux thématiques particulières aujourd'hui. D'abord, la reprise des pourparlers de Doha. Vous le savez, après un moment de silence, les pourparlers de Doha au Qatar vont devoir reprendre. En tout cas, ont déjà repris cette fin de week-end. Sur fond, les pourparlers vont donc se reprendre sur fond de révélation de massacres imputés au AM23. Est-ce que va-t-on pouvoir arriver à un accord de paix dans ces conditions? C'est la question que je poserai à mes invités. Mais le deuxième thème, la deuxième thématique, c'est Congo-Japon. Est-ce que la RDC a trouvé au Japon, en tout cas un nouveau partenaire stratégique à l'occasion de la TICAD? La RDC a déployé des ministres, tout le gouvernement, en tout cas beaucoup de délégués de gouvernement pour essayer de raffermir ses liens avec la nation du soleil levant. C'est donc la question que je poserai à mes invités que je m'empresse de présenter. D'abord, Dieudonné Boinali à ma droite. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick Ilunga, bonsoir aussi à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci de nous faire l'honneur d'être là encore une fois de plus. À ma gauche, chers téléspectateurs, Don Momat, bonsoir Don. Bonsoir Patrick, bonsoir à Dieudonné Boinali et à tous ceux qui nous suivent. Merci de votre temps pour Géopresse. On va déjà commencer avec ce débat. Mais bien avant d'entrer dans le vif du débat, vous donner la parole, je vais d'abord vous inviter à suivre le porte-parole du gouvernement. Il a pris la parole pour parler justement de la reprise des pourparlers. C'est un élément du journal télévisé de Géopolis TV. Évidemment, il y a eu la discussion de Doha qui a abouti à un accord de principe le 19 juillet. Je pense que j'étais sur le plateau de Congolais Téléma pour expliquer cet accord de principe. Et depuis, il y avait des jours qui ont été donnés à toutes les parties pour regarder notamment les mesures de confiance qui devaient être faites. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des discussions entre parties autour du médiateur que la médiation ne s'est fait plus. Et il faut considérer que la médiation s'est faite et tout ce qui s'est fait dans les cas de la médiation n'est pas forcément visible. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que à la suite justement de la communication qui est sortie hier, les médiateurs qataris ont travaillé sur une ébauche parce que c'est les médiateurs, la médiation, qui prend l'initiative de faire avancer le parti parce qu'ils connaissent déjà le cahier de charge. Je pense que cette semaine, nos équipes vont se rendre à Doha pour continuer la discussion. Mais cette discussion doit se faire dans un cadre que nous avons déjà. En tout cas, pour nous, les lignes rouges sont fixées. Respect strict de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, conformément à la Constitution. Nous devons aller vers la paix et une paix que nous voulons définitive et durable parce que nous devons être en mesure de régler les souffrances des populations de cette partie du pays parce que chaque jour, vous voyez que lorsque nous disons que c'est de la gouvernance par crime, nous ne les disons pas pour le plaisir de le dire, parce que quotidiennement, vous voyez les violations massives de droits de l'homme. C'est d'ailleurs ici l'occasion pour moi de revenir aussi sur ces horreurs que nous voyons notamment à Lubero, il y a quelques jours, de le condamner, parce que là aussi, nous attaquons une autre forme de menace avec les troupes ougandaises, et en représailles, les terroristes des ADF s'en prennent à des paisibles populations. Voilà, retour sur ce plateau. Là, c'était le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Muyaya. Dieudonné Boinali, vous avez suivi. Les négociations reprennent, les relations vont reprendre avec un retard que tout le monde connaît. Mais le porte-parole du gouvernement insiste sur le fait que les révélations montrent justement qu'il y a une gouvernance par crime, comme il a dit lui-même, du côté du Kivu. Des ONG ont révélé qu'il y a eu d'abord 340 morts, je crois, tués, et puis je crois c'est 140 morts, et puis 319 si mes chiffres sont bons. Ça fait presque 500 civils qui ont perdu la vie du fait du M23. Est-ce qu'on va pouvoir parvenir à un accord avec un mouvement qui s'en prend aux civils? Bon, permettez-moi d'abord de présenter au nom de la rédaction nos condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées
par les conflits armés ces derniers jours. Nous sommes heureux de constater avec les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, la reprise des négociations. Mais ces négociations ont repris dans quel contexte? Au front, les deux parties sont en train de s'entraquiser et de violer les cessez-le-feu. Ouais. Nous avons lu dernièrement, pour ne pas dire suivi, les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a dénoncé cette triste situation. Et de l'autre côté du mouvement rebelle ou forces terroristes, selon, on dénonce aussi les violations du cessez-le-feu par les forces loyalistes. Bon, à l'absence des forces ou des partis indépendantes sur le terrain, il est difficile d'attester la thèse de l'une ou de l'autre partie. Mais ce qui est vrai, là on ne peut pas mentir, il y a des victimes, des effets collatéraux qui continuent à tomber. Voilà pourquoi nous soutenons la reprise des négociations de Doha pour mettre fin à cette crise qui dirait plus de 30 ans de guerre, c'est trop. Je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, on a connu dans un passé récent une guerre qui a fait plus de 30 ans. Je me rappelle encore de mon bouquin que j'ai encore à la maison, La guerre des 100 ans. Mais si on ne met pas fin à cette guerre comme l'a promis Donald Trump, j'ai craint que la situation puisse s'envenimer et qu'on puisse constater la reprise des combats sur le terrain. Chaque partie doit mettre de l'eau dans son vin. Je sais que dans toute négociation, il faut faire des concessions, mais il y a des zones rouges à ne pas dépasser. J'ai suivi les porte-parole du gouvernement congolais qui a dit que c'est basant sur l'accord des principes qui a été signé au mois de juillet, le gouvernement ne transigera pas. Il y a des points sur lesquels... Déclaration de principe. Ouais, la déclaration. Le gouvernement congolais ne négociera pas l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, certaines demandes difficiles à satisfaire par Kinshasa. Je me demande, bon, si le mouvement rebelle aussi ou terroriste campait sur sa position, nous risquons d'entrer dans l'impasse et ça sera difficile pour la médiation. Voilà, Dieudonné, merci de lancer le débat. On va donc passer la parole à Don Momat, dont vous avez suivi le porte-parole du gouvernement. Vous suivez l'actualité, vous savez que des rapports font état de près de 500 morts, en tout cas si mes chiffres sont exacts, 500 tués, 500 civils tués par le M23. Et c'est dans ce contexte que les pourparlers reprennent. Est-ce que, selon votre lecture, on peut espérer arriver à un accord de paix avec un mouvement qui s'en prend aux civils? Alors, il faut dire déjà que le contexte des négociations est très difficile, d'autant plus que déjà le fond du problème est complexe et ce n'est pas évident de trouver des solutions immédiates ou à court terme aux problèmes posés dans le cadre de ces conflits. Vous le savez, déjà parmi les conditions posées par le gouvernement de Kinshasa pour continuer, avancer dans le sens de trouver un accord de paix avec le M23, il y a d'abord cette question du rétablissement de l'autorité de l'État. Et le rétablissement de l'autorité de l'État passe par le fait pour l'armée RD congolaise, le FRDC, de reprendre le contrôle de ville actuellement occupé par le M23. Cela suppose que l'administration puisse retrouver son fonctionnement normal, ce qui n'est plus le cas actuellement, ce que le M23 ne veut pas entendre de cette oreille, puisque pour eux, rétablissement de l'autorité de l'État, consiste en un gel de position. Donc chacun reste sur sa ligne de défense au moment où
vous avez signé la déclaration des principes. Il y a déjà ces problèmes-là qui se posent. Il y a également d'autres problèmes qui se posent. On ne les dira jamais assez. La question de réinsertion, réintégration des éléments du M23 dans l'armée, puisque même si l'armée c'est la plus grande muette, mais le couloir laisse entendre que l'armée ne voudrait pas de infiltrations, de nouvelles infiltrations en quelque sorte, puisque des gens en double loyauté. Oui, vous le savez, depuis des années, notre armée est tout le temps... on y envoie tout le temps des gens qui ont fait la guerre. Après une amnistie en 2013, ceux qui sont dans le M23, certains d'entre eux ont été amnistiés en 2013. Et puis, ils ont réintégré l'armée, et puis après, ils sont partis. Et donc, ça fragilise la consolidation de l'armée qui se veut devenir une armée forte, républicaine et surtout dissuasive. Il y a encore d'autres problèmes. Et effectivement, il se pose également ce problème de la crise humanitaire provoquée par cette guerre. Vous parlez tantôt de massacres qui ont été documentés par des organisations internationales, des rénoms réputés pour leur travail dans ces domaines-là, notamment Amnesty International ou encore Human Rights Watch. Ce sont deux chiffres qui font mal au dos. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce massacre. Aujourd'hui, on parle de 7 millions de déplacés en interne au Congo-Kinshasa, dont 2,5 millions à peu près dans le Nord Kivu. On parle de centaines de milliers de gens qui vivent dans des camps de réfugiés. On parle de la surpopulation dans des endroits où l'on peut trouver un peu de quiétude et un peu de paix. Ça, à cela, lorsque vous ajoutez la crise alimentaire, puisque on ne le dira jamais assez, il n'y a pas de convoi humanitaire comme on le voit un peu à Gaza, qui entre pour apporter de la nourriture et de l'eau aux populations, ce qui fait que ces populations-là, privées de leur champ, puisqu'ils ne peuvent pas y aller, ils sont massacrés, ils y sont violés, puisque ces populations-là ne peuvent pas accéder à leur champ, ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent pas faire les commerces, on ne fait pas les commerces en temps de guerre, pendant que le crépitement des balles s'est fait entendre. Dans ces conditions-là, cela a accentué également la crise alimentaire. Et vous savez, si on parle de ces morts directes, 300 à 500, mais c'est sans compter toutes ces personnes-là qui vont et qui succombent chaque jour par le fait de n'avoir rien à mettre sous la dent, par le fait de n'avoir plus accès aux soins de qualité. Rappelez-vous, ici, on avait donné quelques chiffres des centres hospitaliers qui, aujourd'hui, ne sont plus fonctionnels de par le fait de la guerre. Et donc, lorsque vous prenez ce tableau-là, en fait, la crise humanitaire, elle va au-delà des 500 morts sur lesquels nous sommes revenus ces derniers temps, ou sur lesquels les rapports des organisations internationales sont revenus. Et donc, il y a une crise profonde. C'est pour cela que l'intérêt pour tout le monde, en tout cas pour les gens épris de près, c'est qu'il y ait rétablissement de la paix le plus vite que possible pour que cesse cette guerre, pour que les populations civiles reprennent leur vie normale et bien entendu aussi pour que permettre aux investisseurs de venir pour l'exploitation des minerais stratégiques. Mettre l'argent et notamment faire fructifier les ressources naturelles du Kivu. Dieudonné Boinali, c'est vrai que cette semaine, la RDC a reçu le ministre belge des Affaires étrangères qui a échangé avec le président de la République, entre autres, qui a justement dit que le président n'a pas apprécié ou bien n'a pas a trouvé que ce n'était pas satisfaisant l'ébauche ou bien la proposition d'accord qui a été proposée par le médiateur. Est-ce que vous pensez que le médiateur doit pouvoir se mettre seul à proposer? Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte l'indépendance des partis ou bien de la RDC qui est aliénée, le fait pour le médiateur qui rédige lui-même l'accord et propose aux partis? Bon, permettez-moi de glisser un mot par rapport
à ce que mon estimé confrère Domomat a dit. C'est juste un ajout. Au-delà des conséquences humanitaires et sociales de la crise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, sur les plans économiques, il y a aussi des pertes et des manques à gagner considérables pour les trésors publics. Nous avons plusieurs postes douaniers qui ne sont plus sous contrôle de Kinshasa. Vous avez Kassindi, vous avez Bunagana, vous avez la frontière de Goma à la Grande Barrière et tant d'autres. Nous avons à l'est de la République démocratique du Congo un hub aéroportuaire, c'est l'aéroport international de Goma, qui procurait beaucoup de ressources à la régie des voies aériennes et à autres services publics, comme la Commission nationale, la police nationale de l'hygiène aux frontières. Rappelez-vous de la fameuse carte jaune de vaccination. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas voyager, faire un voyage à l'international. Cette carte-là, on ne la donne pas gratuitement. Il faut l'acheter. C'est au-delà de $30 la carte. Voilà un peu ce que nous perdons aussi du fait de faire perdurer les négociations, du fait que les deux parties n'arrivent pas à trouver un intérêt d'entente commun, n'arrivent pas à placer les intérêts de la nation, les intérêts supérieurs de la nation au-dessus des revendications qui sont posées dans chaque partie. Je reviens maintenant sur votre question. Oui, les médiateurs, à un certain moment, si vous n'arrivez pas à concilier les deux parties en conflit, vous devez avoir 2 ou 3 ébauches d'accord. Vous proposez d'abord la première copie. Si elle n'est pas satisfaisante pour l'une ou les deux parties, vous proposez la deuxième. Vous pouvez proposer la troisième. Vous pouvez dire aussi aux deux parties que si ces points, nous avons avancé considérablement, on peut élaguer ces points de discussion. Et nous restons avec des points de divergence pour trouver les consensus. Moi, je pense, je me demande parfois l'effet d'avoir choisi un pays arabe pour gérer un conflit entre francophones. Parce que des deux côtés, vous trouvez des Congolais. Ils sont des Congolais. Et je me dis, ce n'est pas un problème de langage, de communication. Il n'y a pas une distorsion dans la communication que les médiateurs n'arrivent pas à comprendre. Vous savez aussi l'effet de traduire les propositions d'une partie pour la faire comprendre à l'autre partie. Il peut y avoir des mauvaises interprétations, des distorsions. Moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas... C'est là les problèmes. Est-ce que le médiateur, lui aussi, n'est pas jugé parti? Parce que la question est bien posée. Le médiateur, est-ce qu'il s'est interdit de proposer aussi un projet d'accord à évaluer par les deux parties? Ce sont des questions sans réponse qui se posent. Mais le fait déjà d'avoir accueilli ces assises à Doha, c'est à féliciter. Sur le plan international, Doha s'est investi dans plusieurs conflits régionaux et mondiaux. Ça, nous ne devons pas négliger. Doha a toujours réussi à ramener la paix et à réconcilier des parties en conflit. C'est ce que nous souhaitons aussi pour la crise congolaise. De savoir si les médiateurs sont neutres ou pas. Voilà. Donc là, je me dis, c'est ce que nous souhaitons aussi pour la crise congolaise. Doha a réussi ailleurs, pourquoi pas en République démocratique du Congo, en faisant taire les armes, en ramenant la paix dans la partie est du pays. Parce que la saison des pluies approche, il y a des familles qui vivent en cachette, des sans-logis, avec les logis rudimentaires qu'on leur donne par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, avec la tempête, la pluie. Je me dis, est-ce que
comment ils vont vivre. Donc, Mohamed a dit tout à l'heure, il y a des centres hospitaliers qui sont inoperationnels dans certains coins et recoins du pays. Nous nous demandons les déplacer, les malades. On parle de 60% de centres dans des zones à conflit, 60% de centres hospitaliers qui sont... Ils font comment quand ils tombent malades? Très bien, donc ça, on comprend qu'avec la saison peut-être des pluies qui commence déjà de l'autre côté, ça va peut-être accélérer les maladies. Donc, Matt, comment comprendre que sur terrain, il y a la guerre, pendant que diplomatiquement, ça semble avancer? À quoi ça sert d'avancer, de signer une déclaration de principe si sur terrain, ça ne reflète pas ce qui est couché sur le papier? À ma connaissance, généralement, le cessez-le-feu fonctionne difficilement, malgré les négociations, puisque dans un bras de fer, l'idée c'est de montrer à l'autre que je suis plus fort que toi, et comme ça, faire monter les enchères. Et donc, c'est pratiquement également la logique dans cette situation, puisque pendant que nous parlons, à Kinshasa, il y a un procès en cours, par exemple, qui vise l'ancien chef de l'État, pour qui l'on demande même la déchéance de nationalité, comme quoi il n'a jamais été congolais. Il y a eu un renforcement des positions au niveau des lignes de frontières. De l'autre côté, on considère cela comme une démonstration de force. De l'autre côté. Et à leur tour, ils vont vouloir démontrer également que finalement, ils ne sont pas à terre totalement. Ils doivent réagir et tout. Et donc, dans un conflit, généralement, donc, il va y avoir des combats qui vont se poursuivre malgré les cessez-le-feu. On le voit aujourd'hui avec l'Ukraine et la Russie. On pensait qu'une fois que le président russe, on lui aurait déroulé un tapis rouge par le président américain, il allait rentrer chez lui et dire, voilà, on va se reposer un peu et on va voir ce que ça peut donner. Malheureusement, c'est tout le contraire. Les jours même, il était reçu par le président américain, le bombe pleuvait sur l'Ukraine. Et juste après, la frappe s'est multipliée ou s'est renforcée sur l'Ukraine. Pourtant, le vœu de tout le monde, et même lui, il dit vouloir chercher la paix. Oui. Et donc, regardez également au niveau de Gaza, c'est vrai, là, de temps à autre, il y a eu des trêves. On a permis parfois aux organisations internationales d'aide aux réfugiés d'entrer, mais ce n'était pas totalement... le cessez-le-feu n'était pas totalement respecté, puisque vous allez vous souvenir que certaines personnes travaillant pour des ONG internationales ont été la cible des bombardements alors qu'ils étaient en plein exercice de leur mission et tout. Donc, rarement on a des cessez-le-feu lorsqu'il y a des négociations. C'est plus ou moins malheureusement ça, la logique dans pareille situation. Mais on aurait souhaité, justement, c'était l'une des conditions pourtant posées dans la déclaration des principes d'un cessez-le-feu pour permettre, c'était l'une des mesures de confiance. Mais de l'autre côté, on dit également que voilà, il peut y avoir un cessez-le-feu, mais il n'y a pas eu la libération des prisonniers, il n'y a pas eu ceci, cela. Et donc, c'est comme ça, il y aura des accusations mutuelles. Et tant qu'une partie ou une autre pensera qu'elle peut encore s'imposer par les armes, en même temps qu'on négocie, en même temps, les bruits des bottes vont se faire sentir. Elles sont prévira pas malheureusement, donc on va donc observer le terrain en même temps que diplomatiquement nous allons suivre l'évolution de ce dossier. Voilà pour cette thématique. On va passer à la deuxième thématique. Vous le savez, je l'ai annoncé, c'est la RDC qui est très présente à la conférence internationale au Japon, là-bas, Afrique, Japon, tout ça, pour le développement. Mais la RDC, on a vu qu'il s'est investi cette fois avec une présence remarquée de la première ministre qui a représenté le président de la République et de quelques membres du gouvernement, Dieudonné Boinali. Vous qui suivez aussi l'économie avec l'œil de journaliste, pourquoi avoir amené autant de ministres, celui de mines, de PME, de l'industrie, des affaires étrangères,
Pourquoi autant de ministres? Je crois que j'en ai oublié quelques-uns d'ailleurs. C'est une bonne question. En effet, la conférence internationale sur les investissements entre le Japon et l'Afrique a tiré ses rideaux aujourd'hui, vendredi 22 août 2025, après 3 jours des intenses travaux. À l'issue de cette conférence internationale, il y a une déclaration de 22 pages qui coïncide aussi avec la date du jour 22, le 22, qui a été élu. Mais le thème de cette année, choisi par les organisateurs, c'était co-créer des solutions innovantes en Afrique. Le Japon, l'archipel, comme vous le savez, c'est un pays qui est en avance sur les calendriers en termes de nouvelles technologies de l'information et de la communication en ce qui concerne les hautes technologies. Rien qu'à voir la circulation de l'automobile à Kinshasa, vous allez voir que la majorité des véhicules qui sont en circulation, ce sont les marques japonaises. Et au jour d'aujourd'hui, tous les grands fabricants de véhicules font la course vers la fabrication des batteries à la base du cobalt, du lion et du lithium. Et la République démocratique du Congo, considérée comme le coffre-fort des matières premières dans le monde, se trouve être le premier producteur mondial du cobalt. Et nous avons plus de 60% des gisements mondiaux. Kinshasa, en envoyant une forte délégation à Yokohama, une ville japonaise, la délégation conduite par la première ministre Judith Suminwa, cette dernière a amené avec elle des hommes qui répondent au profil, et par rapport aussi au profil du pays, le Japon. Nous voulons, nous la RDC, que le Japon puisse nous aider au-delà de l'aide que nous recevons à travers ces agences de coopération, dont la JICA et autres, dans les domaines de la santé, de l'enfance, de l'éducation, de l'enseignement. Il y a des bourses que la jeunesse congolaise bénéficie de la JICA. Nous voulons bénéficier de l'expertise japonaise, par exemple l'importation de la haute technologie pour faire la télédétection, pour connaître enfin les potentialités dont dispose réellement la République démocratique du Congo. Il y a certaines zones qualifiées ou provinces qualifiées des minières qui ne sont pas explorées à ce jour. On ne connaît pas encore les réserves réelles dont disposent ces provinces. Or, pour attirer les investisseurs dans un secteur porteur de croissance tel que les mines, nous-mêmes, nous devons connaître nos réserves sur toute l'étendue du territoire national. Il y a aussi une autre réalité. D'ailleurs, nous convions le fidèle téléspectateur à suivre l'interview exclusive que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a accordé au DG de Géopolis Télévision, William Albert Kalengai, notre envoyé spécial à Yokohama au Japon. Dans cette interview, le ministre Julien Paluku du Commerce présente la fiche technique des deux pays, le Japon et la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo dispose de 80 millions de terres arables. Si vous ajoutez 40 millions de terres irrigables, nous avons 120 millions de terres de potentialité agricole. D'hectares de potentialité agricole. Mais quand vous allez au Japon, vous allez trouver que c'est un archipel. Le Japon, c'est un pays construit sur l'eau. Ils n'ont pas assez de terres pour développer l'agriculture. Maintenant, le Japon importe beaucoup, des millions de tonnes de blé, de maïs, du soja. Voilà, et le ministre a proposé, si nous investissons dans ces filières, nous pouvons devenir demain un grand partenaire agricole pour nourrir les peuples japonais. Et en échange, le Japon peut nous aider
à nous doter de technologies pour transformer nos richesses minières en richesses réelles, en leur donnant de la valeur ajoutée. Je termine aussi en disant que... La parole va vous revenir, on va peut-être faire tourner. Prenez votre mal en patience. La parole va vous revenir après Domomat. Domomat, vous avez suivi la belle entrée en matière de Dieudonné Boinali. J'ai posé la question, mais pourquoi autant de ministres sur cette conférence? Pourquoi miser autant? Parce que ça coûte de l'argent au pouvoir public. Il a donné ce qu'il a donné. Est-ce que c'est votre argument aussi que le Japon aujourd'hui a besoin de la RDC et que la RDC a besoin du Japon? Dire que le Japon a besoin de la RDC et la RDC a besoin du Japon, on peut comme ça dire que c'est vrai, mais ce n'est pas aussi vrai que ça, puisque la RDC vit sans le Japon et le Japon peut vivre sans la RDC maintenant dans un monde qui est devenu un village planétaire. Dans ce sens-là, on peut comprendre que les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Mais écoutez, la TICAD, c'est quoi? Ce que c'est le Japon qui invite les pays africains et leur dit le plus souvent, tenez, j'ai de l'argent. Dans le cas ici, c'est que j'ai 5,5 milliards de dollars à investir en Afrique sur base de vos besoins. Mais ces besoins-là peuvent être résolus par notre intelligence, notre esprit d'innovation, par donc notre technologie à nous et notre intelligence. Et il y a comme ça, pour cette TICAD, 1,5 milliard de dollars à investir dans les investissements impact visibles via la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale. Et voilà, on a au moins 300 millions pour former des jeunes particulièrement, entre autres, dans la maîtrise de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut, vous, comme pays, présenter une offre qui correspond à leurs besoins. Ouais. On ne va pas vous donner cet argent-là comme ça. C'est pas comme la Chine qui vient et dit, bon, tenez, j'ai mis sur la table 200 millions, je prends vos mines et puis vous faites ce que vous voulez. La différence, c'est un peu ça avec le Japon. Le Japon va donc vous dire, vous avez besoin d'une police mieux structurée. Voilà, nous on peut, sur base de notre expérience, on peut vous former en police de proximité, vous donner les atouts, mais il faut nous dire comment est-ce que vous voulez que nous puissions procéder. Qu'est-ce que vous voulez comme argent dans ce que nous avons. Et il vous faut avoir, premièrement, des équipes assez intelligentes qui vont construire des offres passables, acceptables, ok, pour convaincre la main qui donne à donner sans peur que le projet ne va pas finalement accoucher d'une souris, comme on le dit. Et donc, ça peut justifier, en ce sens-là, la présence de la première ministre et des ministres sectoriels. Ok, parce que chaque ministre doit convaincre dans le domaine qui est le sien de potentialités, de besoins et de ce qui est attendu du Japon en RDC. Et puisque c'est une grande conférence, ça requiert aussi, pour que vous puissiez gagner en visibilité, ça requiert aussi la présence des grandes autorités. Généralement, voyez-vous, par exemple, le président angolais prend part à ces sommets et notre première ministre a pu le rencontrer pour parler des questions sécuritaires, puisque au côté de ça, au fait, il y a aussi une autre diplomatie, une diplomatie qui va se jouer, puisque la première ministre ne va pas non seulement participer à cette conférence-là pour parler paix et développement qui, la paix qui est présentée comme le socle même du développement, mais elle va dans notre temps aussi rencontrer d'autres partenaires, notamment l'Égypte, pour parler par exemple du grand barrage d'Inga. Vous savez, l'Égypte avec le Nil, c'est un pays qui a construit des grands barrages. La première ministre va rencontrer par exemple le HCR pour parler encore une fois de la paix et de la sécurité par rapport à l'identification des réfugiés rwandais et congolais, puisque de part et d'autre, il y a des réfugiés qui doivent revenir, qui doivent être ramenés sur base bien sûr du volontariat dans leur pays respectif. Elle va en profiter pour aborder ces questions-là et rencontrer d'autres autorités, notamment le Premier ministre ivoirien, pour parler des questions de développement économique. Et donc, finalement, il faut de
personnalités qui ont une certaine autorité, qui peuvent engager le pays, qui peuvent inspirer confiance et engager le pays avec d'autres autorités. Donc voilà qui explique. Mais au-delà de tout ça, ce que les Japonais, lorsque vous regardez très bien, sont un peuple très discipliné. Ils sont très prudents, ils prennent beaucoup de précautions. Ils ne vont pas se précipiter aussi rapidement que nous le pensons pour venir investir. Si dans notre pays, nous ne travaillons pas d'abord nous-mêmes sur la paix pour renforcer, pour améliorer le climat des affaires, ouais. et pour... Et si nous ne travaillons pas sur d'autres paramètres tels que la lutte contre la corruption, et j'en passe. Voilà, rien n'est acquis à l'avance, donc il faut travailler, bien que le gouvernement ou bien d'autres analystes se montrent optimistes, dont Matt se montre aussi optimiste, mais il appelle simplement à la réserve. Alors, on comprend donc que cette tribune, on va appeler ça comme ça, la TICAD, cette tribune sert de rampe de lancement pour toucher plusieurs partenaires à la fois. Dieudonné Boinali, on sait que le gouvernement mise, en tout cas, à développer, on va dire, le secteur industriel ou bien minier du côté du Congo central avec le manganèse. Et on planche justement sur le Japon. Il y a déjà la Chine, il y a les États-Unis qui arrivent. C'est une diversification, mais quel est l'avantage de cette diversification, en sachant que c'est votre dernier tour de parole? Bon, je voulais répondre tout à l'heure à votre question. Quel est l'intérêt ou que gagne la RDC en amenant un grand nombre de membres du gouvernement soumis à Yokohama au Japon? Qui sont d'abord ces membres? En plus de la première ministre, nous avons le professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Nous avons Marc Ekila Likombio, ministre d'État, ministre de la formation professionnelle. Julien Paluku Kaonga, ministre du commerce extérieur. Et puis vous avez la vice-ministre des Affaires étrangères, Noela Ayegana Gato Nanikupone. C'est pour vous dire que ce que nous avons dit tout à l'heure en introduction, vos sont présents dans la TICAD, c'est une conférence internationale sur les investissements, les commerces. Avoir la casquette des membres du gouvernement qui ont accompagné la première ministre, donc le gouvernement congolais n'avait que raison d'amener tous ces membres du gouvernement, et je vous assure qui ne vont pas rentrer les mains bredouilles. Oui, mais quel est vous avez posé la question sur le Congo central. J'ai posé Nous la sommes question un pays sur minier. l'avantage de cette diversification. Les Japonaises sont intéressées à la République démocratique du Congo parce que Kinshasa s'est dite ouverte à la diversification de son économie et surtout de ses partenaires. On ne peut pas seulement se contenter de la Chine. Nous avons besoin des pays comme le Japon, les États-Unis d'Amérique avec les New Deal entre la RDC et les États-Unis d'Amérique qui arrivent sur les secteurs miniers pour donner de la valeur ajoutée à notre potentiel minier, créer de l'emploi pour la jeunesse. Nous avons besoin des investissements dans les secteurs énergétiques pour réduire notre déficit énergétique, pour ne pas dire. Le Japon, en termes d'organisation, c'est un pays fortement digitalisé. Les membres du gouvernement congolais qui sont partis à Yokohama ont demandé l'appui technique, l'accompagnement du Japon pour la digitalisation de l'administration publique. Aujourd'hui, dans le monde, on n'achète plus les biens en se promenant avec des billets des banques, 1 million de francs congolais en poche, 5 000, 10 000 dollars. Vous achetez un bien, vous utilisez votre carte, on coupe de l'argent. Ça permet d'éviter qu'on puisse avoir la masse monétaire en circulation. C'est ce qui a fait que notre taux d'échange connaît des sérieux problèmes parce que notre économie est dans les formels. La majorité de notre système économique est dans les formels. Je voulais aussi dire que le Japon, c'est un pays très important qui peut nous aider dans la transformation de nos produits agricoles en développant le secteur de l'agro-industrie.
c'est un pays qui a fait preuve aussi dans plusieurs secteurs de l'économie mondiale, la haute technologie, dans la construction des barrages, des infrastructures. N'oublions pas que c'est le Japon qui nous a construit les ponts Maréchal, c'est le Japon qui nous a construit les boulevards Congo-Japon, ex-l'avenue des poids lourds. Nous avons besoin de leur expertise pour développer nos infrastructures. Et je voulais aussi terminer par dire que le Japon n'est pas aussi un modèle à suivre dans certains domaines. Par exemple, le Japon a une population vieillissante. Plus de 80% de la population japonaise est vieillissante. Comparativement à la RDC, où nous avons une population qui est très jeune, une main-d'œuvre abondante et bon marché. Voilà. Je crains, avec cette coopération, qu'on puisse importer et copier mal le développement du Japon. Voilà. Parce que si nous importons, par exemple, avec l'avènement de la robotisation, nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de bras qui sont prêts pour travailler. Par exemple, si on développe le secteur agricole, ça va absorber le chômage. Mais si on opte pour la robotisation de l'économie, par exemple, la digitalisation, ce sont des emplois que nous allons mettre fin à ces emplois. Et là, on n'aura pas résolu les problèmes du chômage. Voilà, je crois que tout à l'heure, pour clôturer, Matt va pouvoir vous apaiser dans votre crainte. La diversification, vous avez votre chrono devant vous. La diversification... Il me reste que 30 secondes. Voilà, en 30 secondes, vous avez la capacité de résumer. La diversification, quel avantage elle va pouvoir nous amener? Avant de répondre peut-être à cette question très rapidement, il y a un grand projet qui s'implante au Congo central. D'ailleurs, cela fait l'objet des entretiens de la première ministre également au Japon. Il faut rappeler ici Kivuvu, c'est au moins l'exploitation de 2 millions de tonnes qui doivent être des manganèses qui doivent être produits et du cuivre du Congo central par an. Il y a également d'accord, merci. Il y a également, cela devait produire au moins 1000 emplois. Et 1000 emplois, selon le statistique, ça peut pratiquement impacter 7500 ménages. Et ce projet-là, ce n'est pas que exploiter du manganèse, mais c'est aussi investir dans le domaine de la formation, de la formation des jeunes par rapport à l'exploitation minière. C'est aussi l'élevage, c'est aussi l'agriculture. C'est là que l'on comprend que le japonais, au-delà de construire comme le font certaines autres nations, c'est qu'il y a aussi cette transmission-là de la technologie, de la connaissance. Et ici, M. Bonal craint pour décopier les modèles japonais avec la robotisation de l'économie. Il y a beaucoup à copier de japonais en termes de méthodologie. Par exemple, vous connaissez leur méthodologie, par exemple, de Kaizen, qui consiste en une amélioration continue du travail. Il y a beaucoup de méthodologies comme ça avec le japonais qui peuvent être copiées. Et pour répondre finalement à votre question, effectivement, il nous faut de la diversification. La diversification ici n'est pas sous-entendue seulement comme étant l'exploitation de nos minéraux, mais la diversification avec le partenaire, la diversification avec l'exploitation de ce que nous avons, cela permet justement un développement dans tous les sens et à tous les niveaux. Je voulais ajouter 30 secondes. Pourquoi les Japon s'intéressent si tant au Congo central? Je me dis, c'est bien, mais cela nous montre à suffisance que les Japonais, pour qu'on puisse voir leur première film en République démocratique du Congo, il faut améliorer le climat des affaires, la sécurité, surtout les retours de la paix. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont partis à l'ouest. Merci beaucoup, Dieudonné Boinali. En tout cas, selon vos explications, vous, en tant que journaliste, regardant avec un recul important ces questions-là, le Congo peut se rassurer que le Japon, c'est un partenaire important, mais il faut se battre. En tout cas, le Congo doit pouvoir améliorer sa situation interne, climat des affaires et sécurité et autres. C'est selon ce que j'ai compris de nos deux excellents débatteurs. On va vous remercier dans mon match. On vous remercie aussi Dieudonné Boinali. On va remercier l'équipe technique amenée de main de maître par John Mukendi et Giscard Tamba. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir.